Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes madame Rosa Amelia Plumel Uribe. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages historiques, en particulier La férocité blanche, des non-blancs aux non-ariens, génocide occulté de 1492 à nos jours, traite des blancs, traite des noirs, aspects méconnus et conséquences actuelles. Congo, les mains coupées, qui est une pièce de théâtre, et victime des esclavagistes musulmans, chrétiens et juifs. Vous avez fait beaucoup d'ouvrages historiques et justement nous sommes aujourd'hui l'année du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire et nous voulions avoir votre sentiment justement par rapport à cet homme qui a présenté une œuvre du côté des opprimés et en particulier du côté des opprimés noirs qui ont été des descendants, qui sont les descendants des déportés d'Afrique aux Amériques. Comment avez-vous découvert l'œuvre d'Aimé Césaire? L'œuvre d'Aimé Césaire, je l'ai découvert à partir de son discours sur le colonialisme. Cet ouvrage, j'ai pu le lire grâce à la Casa de las Américas en Cuba, qui avait fait la traduction du français à l'espagnol. C'était dans les années de 1970, notamment 1977. Et en noir, il faut peut-être que je vous situe, j'étais en Colombie parce que je suis née en Colombie. Donc, je parle espagnol et je ne connaissais pas la langue française à l'époque. Et un Colombien noir qui dirigeait un centre culturel, un centre de culture noire en Colombie, à Bogota, m'avait parlé d'Aimé Césaire. Je ne connaissais pas ce nom, je ne l'avais jamais entendu. Et lui, il m'a parlé d'Aimé Césaire, et c'est à partir de là que j'ai cherché un ouvrage, le nom d'Aimé Césaire, dans la bibliothèque, là-bas à Bogota. Et là, j'ai trouvé discours sur le colonialisme en espagnol, grâce à une traduction qui avait été faite par la Casa de las Américas. Et j'ai eu donc la possibilité de lire son discours sur le colonialisme. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu découvrir et accéder à la pensée d'Aimé Césaire. Et quel a été votre sentiment justement à la lecture de ce livre, Discours sur le colonialisme? Est-ce qu'il vous a marqué? Ce travail, Discours sur le colonialisme, oui, non seulement ça m'a marqué, ça m'a profondément bouleversé parce que la lecture de ce travail m'a beaucoup interpellée. Ça a été assez problématique, si vous voulez. Au fur et à mesure que je lisais ce discours, qui n'est pas d'ailleurs très long, hein, et ça me posait trop de questions et j'étais même un peu choquée, si je peux dire. Je me souviens, ça m'avait même choquée. Et pourquoi ça m'avait choqué autant? C'est que il faut déjà savoir que, bon, moi je suis née et j'ai grandi dans un pays qui avait été une colonie. Donc, bon, je suis une ancienne colonisée. Mais les colonisés que je suis découvraient en lisant le discours sur le colonialisme de Aimé Césaire, découvraient une réalité que j'aurais peut-être dû découvrir et comprendre sans avoir besoin de lire son discours. Mais il arrive que les choses ne se sont pas passées comme ça. Par exemple, une des choses qui a probablement contribué à ce que le discours sur le colonialisme me frappe de cette façon, c'est parce que, premièrement, j'avais été très sensibilisée, vous savez, j'avais été très sensibilisée aux crimes commis par les nazis en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale.
ça, c'était quelque chose sur laquelle, bon, je connaissais un peu, j'avais lu des auteurs et j'avais été très sensibilisée aux atrocités qui ont été commises ici en Europe pendant toute cette période de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été commises par les nazis, par les autorités, les gouvernements national-socialistes allemands. Donc, j'avais une espèce de respect, si vous voulez, à l'égard de Gaulle, de Winston Churchill et de ces présidents des États-Unis, Roosevelt, parce que bon, j'avais appris que ces gens avaient combattu l'idéologie, la politique criminelle des nazis, et grâce à cela, bon, ces monstruosités avaient été vaincues, vous comprenez? Donc, moi, j'avais toujours compris que la chose la plus aberrante, les atrocités les plus épouvantables, c'était ce qui avait été commis ici en Europe pendant ces tragiques années de la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, les choses qui s'étaient passées là-bas en Colombie et dans tous les autres pays qui avaient été une colonie d'Espagne ou de la France ou de l'Angleterre, ça, je l'avais appris à l'école d'une certaine manière qui avait fait que ça ne me dérangeait pas autant que ça. Par exemple, j'avais appris que l'histoire du continent américain, et notamment l'histoire de mon pays, s'est divisée en 4 périodes. Vous voyez, la première période était la découverte. Donc, l'histoire commençait avec l'arrivée des Européens en Amérique, à la tête desquels se trouvait Christophe Colomb. Ça, c'était la première étape de notre histoire. La deuxième, c'était la colonie. Donc, il y avait la découverte, la conquête, la colonie, et puis la République. Donc, vous voyez, là, je n'avais aucune possibilité de me révolter contre cette histoire qui s'est passée d'une manière aussi sympathique, si je peux dire. Ensuite, avec la traite des Noirs et l'asservissement des Noirs là-bas dans l'univers concentrationnel d'Amérique, ça aussi, je l'avais étudié d'une telle manière que difficilement cela aurait pu me faire penser que des atrocités avaient eu lieu, puisqu'on m'avait appris que, je crois que c'était en géographie physique, on m'avait appris qu'il y avait 3 races humaines. Il y avait la race blanche, la race noire et la race cobrise. Et donc la race noire se trouvait en Afrique. Et c'est pourquoi on les avait ramenés en Amérique, parce que comme c'est une race très robuste et très apte aux travaux physiques, aux travaux qui exigent et demandent de la force physique, donc ça expliquait qu'on était allé en Afrique à les chercher. Donc pour moi, la chose, si vous voulez, la mise était faite, était dite, hein, en peu de mots. Et soudain, je lis le discours sur le colonialisme, et là, sur la plume de cet homme que je ne connaissais pas, je lis qu'en fait, les atrocités qui avaient été commises ici en Europe par les nazis n'avaient rien de particulier dans la mesure où ces mêmes atrocités avaient déjà été commises pendant très longtemps contre d'autres peuples non européens. Si bien que là, je lisais que Hitler n'avait rien fait de particulier. Il avait tout simplement
appliqué en Europe à des Européens des méthodes de niantisme jusqu'alors réservées à d'autres peuples, à d'autres cultures. Ben, évidemment, lorsque j'ai lu ça, j'étais choquée parce que ça m'a dépassé, ça heurtait ce que j'avais appris jusqu'alors. Je ne pouvais pas concevoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, des atrocités similaires ou tout aussi condamnables, des politiques de déshumanisation, des entreprises de déshumanisation, de niantissement de l'être humain avaient pu avoir lieu, puisque on m'avait appris que ces atrocités étaient sans précédent dans l'histoire. Et comme moi, je n'étais pas très habituée à prendre les choses telles qu'on me les donnait, j'ai eu envie d'aller un peu au-delà. Parce que bon, je ne voyais pas, je ne trouvais pas des preuves là dans la lecture de ce discours, je ne trouvais pas des preuves me permettant de justifier ce qui était dit là. Mais il y avait quand même des choses qui me faisaient sentir qu'il y avait quelque chose d'important, qu'il y avait quelque chose de vrai, qu'il y avait quelque chose de grave dans tout cela. Et c'est à partir de ce moment que je me suis complètement intéressée à connaître davantage ce qui avait été la domination coloniale que nous avions pourtant subie pendant plusieurs siècles, vous voyez. Mais c'est là que je découvre, alors, petit à petit, que même en étant colonisé, on peut avoir parfois plutôt la perception du colonisateur plutôt que la perception que devrait avoir le colonisé. Que tout compte fait, la domination coloniale, comme toutes les dominations, a réussi cet exploit énorme. C'est que les victimes de la domination, dans ce cas la domination coloniale, elles finissent pour avoir la perception que le colonisateur a voulu imposer. Et à partir de là, toute la manipulation est possible. Parce que finalement, moi en tant que colonisé, j'ai fini pour avoir de moi-même et de nous tous, autres colonisés, la perception qu'il y a le colonisateur de nous. Donc la perception que le colonisateur a de nous-mêmes, il réussit à nous faire adhérer à cette perception. Et à la fin, la domination coloniale, surtout idéologique, peut se perpétuer grâce à nous-mêmes et à notre propre insu. Et c'est cette chose-là que j'ai commencé à découvrir et à comprendre à partir du discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Et c'est quelque chose de difficile à décrire, mais vous voyez, au fur et à mesure que j'ai avancé dans les recherches que j'ai entreprises, j'ai trouvé que non seulement le discours de Césaire sur le colonialisme était fondé de la première ligne, ou du premier mot de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Non seulement ce discours était fondé, mais la réalité était même au-delà de ce qui était dit là dans le discours. Et pourtant, ce qui était dit dans le discours, qui n'était qu'une petite partie de la grande vérité dont il était question, cette petite partie-là était déjà suffisante pour heurter toute l'aliénation, toute l'information qu'on avait reçue. Parce que lorsqu'on colonisé, et c'est le cas de tous les colonisés des pays d'Amérique, lorsqu'on colonisé apprend à l'école comme moi j'ai appris et comme ont appris tous les autres enfants de mon époque. Je ne sais pas si maintenant ça continue, mais dans mon époque, on nous apprenait
que nous avions une dette avec la mère patrie. Et vous savez qui était la mère patrie? La mère patrie était la puissance coloniale qui nous avait dominés pendant plusieurs siècles. Nous avions une dette avec la mère patrie qui nous avait légué la langue et la religion. Ce qui voulait dire, mais on ne se posait pas la question, mais cela voulait dire que les peuples originaires qui étaient là-bas, en Amérique, lorsque les Européens sont arrivés, ils n'avaient aucune langue, puisque les colonisateurs nous avaient apporté la langue. Et ça voulait dire aussi que ces peuples n'avaient aucune religion, puisqu'ils nous avaient apporté la religion, les colonisateurs. Donc, l'histoire, notre histoire, nous, peuples colonisés, elle commençait juste avec l'arrivée des colonisateurs. Et cela, on l'apprend quand on est un enfant. Et vous savez, ce qu'on apprend quand on est un enfant, cela est déterminant pour notre vie adulte, postérieurement. On nous avait appris, et dans tous les pays d'Amérique, ou en tout cas de l'Amérique du Sud, colonisée par l'Espagne, le 12 octobre était un jour férié chômé, tous les ans. Et dans le calendrier, ça s'appelait le Dia de la Race, ce qui veut dire le jour de la race. On ne nous disait pas de quelle race il était question, mais il était évident que ça ne pouvait pas être de la race noire. Ce n'était pas non plus de la race jaune. Donc c'était le jour de la race de ceux qui nous avaient colonisés, donc la race supérieure. Alors quand on a grandi avec toute cette manière d'enjoliver la domination coloniale, on ne peut pas l'associer aux atrocités et aux crimes qu'on nous a appris à condamner postérieurement. Donc, il est difficile pour moi de vous dire d'un seul trait pourquoi le discours sur le colonialisme de Mézières m'a tellement bouleversé. Parce qu'il ne s'agit pas d'une seule chose, il s'agit d'un ensemble de choses. Autrement dit, c'est à la lecture de ce discours que j'ai compris que non seulement nous, les colonisés, nous avons été colonisés, mais que nous avons été à tel point aliénés, à tel point domestiqués, qu'on nous a formés et formatés pour que nous devenions les gardiens de nos propres chaînes, des sphères qui nous enchaînent. De telle manière que moi, colonisé comme j'étais et aliéné comme je me trouvais, je vous ai dit, hein, je me suis posé des questions à la lecture de ce discours. Parce que quand je viens de lire dans ce discours que finalement les atrocités nazies qui avaient eu lieu ici en Europe n'étaient que la prolongation des atrocités qui avaient été commises contre d'autres peuples et pendant des siècles, je ne pouvais qu'être légèrement choqué. Parce qu'on ne pouvait pas comparer quelque chose qu'on m'avait appris comme étant singulier, comme étant unique, on ne pouvait pas le comparer à ce qui était pour nous, en tout cas pour moi, et non seulement pour moi, mais pour nous tous en quelque sorte, la colonisation, qui avait été la contribution de la langue du colonisateur, de la religion du colonisateur, qui avait donné lieu à une histoire qui commençait avec leur arrivée. Bref, c'était comme si on voulait opposer quelque chose de si condamnable comme sont les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide qui ont caractérisé les atrocités nazies ici en Europe, et ce qui avait été la domination coloniale là-bas dans mon pays. Donc je ne sais pas si vous voyez la complexité donc, de ce travail de Césaire qui, je pense, doit être lu non seulement pour les colonisés, mais peut-être aussi par les colonisateurs dans la mesure où cela peut permettre aux uns et aux autres de
découvrir une autre réalité et surtout de découvrir qu'il y a une autre manière d'interpréter ces événements historiques. Merci. Vous avez parlé justement du fait que le discours sur le colonialisme vous avait choqué, en particulier d'apprendre les crimes qui avaient été commis justement dans la période coloniale. Et dans vos ouvrages, vous parlez aussi justement en profondeur de ces crimes, de ces actes de domination, de ces actes de brutalité qui ont été commis par les colonisateurs sur les différents peuples dominés. Et quelle a été la réaction justement du public et de la presse par rapport à ce que vous avez justement écrit grâce aux fruits de vos recherches? Bah, ça, la réaction, bah, je pense qu'il y a eu plusieurs réactions. Les grands médias, que ce soit la radio, la télévision, les journaux de référence, je crois qu'il y a eu une réaction plutôt intelligente. Ils ont considéré qu'il valait mieux ne pas parler à ce sujet. Et je crois qu'ils ont été profondément choqués. Et ça, je les comprends, je ne les tiens pas rigueur, parce que si même moi, que je suis une colonisée, j'étais un peu choquée lorsque j'ai lu le discours sur le colonialisme, parce que c'était la première fois qu'on me disait à moi, hein, dans un écrit, on me disait, bah, après tout, ce que les criminels du Troisième Reich ont fait en Europe n'était que la prolongation des atrocités et des actes de barbarie qui ont caractérisé la domination d'autres peuples. Lorsqu'on m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas quand même comparer aussi allègrement des choses que je ne sais pas si sont vraiment comparables. Donc moi-même, j'avais eu ce mouvement comme ça de réaction à l'époque. Seulement, bon, à fur et à mesure que j'ai avancé à la lecture de son discours, comme je vous l'expliquais, j'ai décidé d'approfondir le sujet et de trouver ce qu'il y avait là de juste, de fondé, et ce qui ne l'était pas. Ça me permet, cette expérience que j'ai eue, ça m'a permis de comprendre à quel point, lorsque j'ai écrit surtout La férocité blanche, où j'avais approfondi et surtout démontré d'une manière vraiment circonstanciée la justesse des propos sur lesquels j'appuyais ma démonstration, bah, je ne pouvais pas ne pas comprendre qu'il y ait des réactions beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus violentes que la mienne, lorsque j'avais commencé à lire le discours sur le colonialisme 30 ans auparavant, 30 ans auparavant. Donc, je m'attendais quand même à ce genre de réaction, mais je m'attendais aussi à ce que parmi les lecteurs de La férocité blanche, il y aurait probablement des personnes qui auraient aussi la sagesse de se dire il faudrait aller voir et vérifier à quel point ce qui est dit là dans cet ouvrage est soutenable, à quel point cela est vérifiable, ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de pas vrai ou de faux. Donc je n'avais pas exclu, donc vous voyez, une réaction de rejet, mais parmi ces lecteurs, je supposais qu'il y aurait aussi quelques-uns, parce que je ne pense pas que je suis la seule personne capable d'avoir un regard critique et de lire avec un sens critique. Hein. Mais bon, pour ce qui est les grands médias, je crois que la décision a été plutôt de ne rien dire. On aurait pu essayer de me traîner un peu en dérision, de chercher à démontrer que ce que j'avais dit n'avait aucun sens, que c'était complètement infondé. Je crois que d'une manière honnête, il n'était pas possible d'argumenter que cela n'était pas vrai ou que cela n'était pas fondé ou était faux,
parce que j'ai été très sévère, très rigoureuse dans mes recherches. Ça a été un travail de très longue haleine, ça m'a pris le temps que cela m'a pris, mais c'est un travail que même encore aujourd'hui, 12 ans après sa publication, à ma connaissance en tout cas, n'a été contesté avec un seul argument valable. Donc, je crois que de manière très intelligente, dans les grands médias, ils ont décidé de plutôt ne rien dire. Mais comme il n'y a pas que les grands médias, il y a aussi des associations, il y a aussi des petits médias de communication alternative, vous voyez. Il y a les bouche-oreilles. Ça fait que cet ouvrage a fait son chemin. Et a fait son chemin même au-delà des frontières françaises, puisqu'il a été traduit en allemand et publié en Allemagne et en Suisse allemande. Et prochainement, je crois vers la fin de cette année, normalement, il y aura une version en anglais de La Férocité blanche. Et puis j'ai reçu des courriers de lecteurs qui m'ont lu dans des pays aussi lointains que le Brésil, mais ce sont des lecteurs francophones, puisqu'ils ont lu la version française dans des pays d'Afrique aussi. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a eu une réaction violentement hostile contre cet ouvrage, mais il y a eu aussi des réactions à peu près comme celles qu'il y avait eu à la lecture de mes sincères, des lecteurs qui m'ont écrit pour me dire combien ils avaient été terrifiés de découvrir qu'ils avaient vécu des années et des années, et leur vie durant, ils ne s'étaient jamais arraché cette espèce de voile qui appelle aliénation idéologique, aliénation culturelle, et que grâce à la lecture de cet ouvrage, ils ont compris à quel point nous avons été non seulement asservis, mais dévalorisés, et à quel point les conséquences de ce que nous avons subi demeurent actuelles. Donc, pour répondre avec un seul mot, si c'est possible, à votre question, je vous dirais qu'il y a eu des réactions très variées, selon la position sociale, culturelle et même économique du lecteur, et aussi selon sa capacité à comprendre qu'il existe non seulement une seule manière d'écrire l'histoire et d'approcher des faits historiques, et que tout compte fait, l'histoire a été écrite jusqu'à maintenant, elle a été écrite par les vainqueurs, par ceux qui ont eu le pouvoir de dominer, d'asservir, de coloniser et d'aliéner ceux qui se sont trouvés dans des conditions et dans des situations d'opprimés. Et que la seule raison pour laquelle nous continuons à reproduire cette histoire officielle qui a été écrite dans le cas de l'esclavage et de la traite des Noirs, a été écrite d'abord par les négrières, ensuite par leurs descendants, et à présent par leurs idéologues, n'est-ce pas? Cela est le résultat justement de la situation dans laquelle nous nous trouvions, si bien que cette histoire ayant été écrite par les, bon, on dirait par les maîtres, pour ne pas dire les bourreaux, elle ne pouvait que leur être complètement favorable. Ça, ce sont des choses que je n'ai pas découvert, d'autres l'avaient dit avant moi, je pense. Mais je le dis dans La Férocité blanche, je le dis d'une certaine manière qui a permis aux lecteurs qui l'ont voulu, en tout cas, leur a permis d'articuler
vous voyez, des événements et des faits qui semblaient isolés, et suivre un fil conducteur et comprendre qu'en effet, nous sommes encore à présent en train de reproduire les mêmes stéréotypes d'il y a un siècle et demi, et que le moment est venu probablement pour que nous puissions avoir une approche tout à fait différente. Donc, merci Madame Ploumel-Uribe d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. Je vous remercie.